Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nous sommes avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, les fêtes, comment elles se passent? Elles se sont bien passées en famille. Tu as claqué du pognon? Comme tout le monde, on est obligé. Quand tu as une femme et des enfants, surtout les enfants, si tu ne claques pas, on va considérer que tu n'aimes pas ta famille. Mais pourtant, on sait que Noël, il y en a chaque année. Pourquoi on ne prévoit pas depuis janvier ou bien depuis mars ou avril? Il faut quand même savoir une chose, c'est que si on regarde bien, depuis 2016, le pouvoir d'achat des Gabonais a diminué. Avec les hausses successives du prix du carburant, des taxes par-ci ou par-là. Donc à chaque fois que l'on a augmenté les taxes, les salaires ont rarement augmenté. Donc qu'est-ce qui en fait les frais? C'est le pouvoir d'achat. Donc, il est de plus en plus difficile aux Gabonais déjà d'épargner, parce que quand on regarde l'épargne nationale, c'est un indicateur justement pour voir si, évidemment, comment se porte, je dirais pas l'activité économique, mais disons comment se porte le bien-être des populations. Parce qu'en général, on épargne le surplus que l'on ne peut pas dépenser. Or, si on n'épargne pas, ça veut donc dire que l'on n'a pas en général de surplus à mettre de côté. Donc ça, c'est vraiment un indicateur. Et donc, les Gabonais ont du mal à épargner, mais Noël fait partie de nos traditions. Nous sommes un pays où plus de 80% de la population est chrétienne, et donc la célébration de la fête de Noël est un moment extrêmement important dans la vie des ménages, et donc malheureusement elles sont obligées de parer au moment venu, parce qu'elles n'ont pas la possibilité de se préparer à l'avance. Est-ce que, parce que là tu parles d'épargne, c'est un problème qu'il y a eu aux États-Unis. Oui. Est-ce que ça veut dire que eux aussi c'est un pays pauvre, ou c'est un pays qui a des difficultés, pas pauvre, excuse-moi de l'expression, est-ce que c'est un pays qui a des difficultés économiques? Parce que la dernière fois que je suis allé là-bas, on m'a expliqué un problème, qu'ici les gens ont eu des problèmes d'épargne. Lorsqu'il y a eu la crise, il y a des gens qui se sont retrouvés vraiment, comme on dit l'expression, le dos au mur, parce qu'ils n'avaient pas d'épargne. Est-ce que c'est une question de situation économique, ou bien c'est une question d'attitude humaine, parce que l'homme est emmené à dépenser, parce que la société de consommation est en train d'offrir autant de choses que les gens ne s'y attendaient pas? Non, aux États-Unis, le schéma est totalement différent, dans la mesure où on a affaire à un pays qui est très industrialisé, qui est un pays où on est déjà en situation de plein emploi. Il ne faut pas oublier, le taux de chômage aux États-Unis est de 4%. On est dans un pays où le PIB est de 26 000 milliards de dollars. Donc, même si c'est un pays extrêmement endetté, près de 50% du PIB américain est généré par la dette, mais grosso modo, on a un tissu industriel qui est tellement fort, et on a un marché intérieur qui est extrêmement puissant parce qu'il a la capacité d'absorber tout ce qui est produit. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, lorsque les périodes de crise sont très courtes, et donc même si en période de crise les populations ont eu des problèmes pour payer le loyer, pour répondre à certaines de leurs charges de vie quotidienne, mais c'est souvent des périodes qui sont extrêmement courtes, qui ne sont pas très longues. Et donc après ces périodes-là, qu'est-ce que fait? Lorsque l'économie redémarre, le pouvoir d'achat revient, c'est des emplois qui redécollent, c'est du pouvoir d'achat qui revient, et surtout avec la dérégulation qui est prônée par Donald Trump, il y a de moins en moins de taxes, notamment qui sont mises aussi bien sur les entreprises que sur les ménages, et donc ça leur permet d'avoir des ressources supplémentaires, ce qui augmente leur pouvoir d'achat. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui précisément, même si moi je ne suis pas expert en économie, mais je sais que la dérégularisation n'est pas une très très bonne chose, parce qu'elle amène souvent des situations d'abus, et ce sont ces situations d'abus là qui créent des conditions pour retomber dans une nouvelle crise. Mais pour le moment, par exemple, les États-Unis, tout se porte économiquement, les États-Unis se portent très bien, parce que évidemment l'économie a pu redécoller grâce d'une part aux mesures que Barack Obama avait prises dès 2007, c'est-à-dire injecter plus de 500 milliards de dollars, aussi bien sur l'industrie que dans les banques, pour essayer de sauver le système financier. Et puis derrière, toutes les mesures en matière de libéralisation que Donald Trump est venu ajouter. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, quand on est aux États-Unis, on peut avoir l'impression que la crise de 2007, ça remonte à Mathusalem, alors que non, c'est quelque chose de très proche.
proche. Et ça ne veut pas dire que les risques systémiques demeurent et donc le risque d'une crise également peut encore arriver. Est-ce qu'on n'est pas agressé par la société de consommation? Est-ce que nous-mêmes on n'augmente pas notre pouvoir? Est-ce qu'on nous-mêmes on n'augmente pas notre besoin de consommation au détriment de notre pouvoir d'achat? En fait, on vit dans une société de consommation où on a l'impression, mais alors que la réalité est fausse, on a l'impression que si on ne consomme pas, on ne vit pas. Non, il faut amener les gens à consommer de manière intelligente. C'est-à-dire qu'il faut consommer des produits dont on a besoin. Le besoin dépend de l'utilité. Donc, si vous avez un téléphone, par exemple, portable qui fonctionne très bien, vous n'avez pas de raison d'en acheter un autre. Ou bien souvent, avec la fièvre de la mode, où on veut toujours avoir l'appareil dernier cri. Lorsque l'on fait une comparaison entre deux appareils de même marque, en général, les innovations que l'on vous fait miroiter sur la marque la plus récente n'est pas tellement aussi flagrante que ça lorsque l'on regarde la marque qui vient juste avant. Donc c'est là où il faut véritablement être regardant. Et souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on n'utilise même pas 80% des potentialités des équipements que nous avons. Que tu prennes un poste téléviseur, que tu prennes un téléphone portable, que tu prennes même une voiture, que l'on prenne l'Internet, etc. Donc il faut vraiment il faut déjà qu'on ait cette intelligence-là. Mais évidemment, cela se fera au détriment des entreprises qui produisent tous ces biens-là. Elles sont là pour vendre. Et donc, elles vont tout mettre en œuvre pour nous inciter à produire, même si, évidemment, derrière, le besoin n'est pas exprimé. L'actualité internationale est marquée par quoi ce matin, Jean-Paul? On va s'intéresser un peu plus au mandat d'arrêt international qui a été délivré par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro. On a appris que dimanche, on l'a appris lundi, le 23 décembre dernier, alors qu'il était à bord de son jet privé, Guillaume Soro apprenait que, évidemment, il devait être interpellé une fois qu'il arrivait sur le sol ivoirien. Il devait rentrer après une longue absence de 6 mois. Guillaume Soro avait déjà annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, octobre 2020. Et donc, il rentrait en Côte d'Ivoire justement pour lancer sa campagne électorale. Alors, malheureusement pour lui, la justice ivoirienne lui a reproché un certain nombre de faits, notamment une tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, qui a été délivrée par le parquet. La justice ivoirienne a d'ores et déjà fait savoir aussi qu'une information judiciaire avait été ouverte pour détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA, ce qui fait environ 2,25 millions d'euros. Alors, même si la période sur laquelle ce détournement-là n'a pas été informé, il faut savoir que, évidemment, des proches également de Guillaume Soro, notamment Alain Lobognon, qui est son bras droit et qui est également l'un de ses plus proches collaborateurs, ont été interpellés lundi, alors que celui-ci donnait une conférence de presse au siège du mouvement politique de Guillaume Soro qui s'appelle GPS, c'est-à-dire Génération et Peuple Solidaire. C'est dans la commune de Cocody à Abidjan. Les forces de l'ordre ont interpellé Alain Lobognon et un certain nombre de partisans qui étaient là après sa conférence de presse. Alain Lobognon a donc fustigé ce mandat d'arrêt, expliquant que c'était une volonté manifeste du pouvoir de l'empêcher de remettre les pieds en Côte d'Ivoire et de se lancer évidemment à la conquête du pouvoir et de participer en quelque sorte à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Guillaume Soro a dû dans un premier temps détourner son vol à Accra, au Ghana. Accra lui a juste laissé le temps de remettre du carburant, du kérosène dans l'avion et de repartir. Les autorités ghanéennes n'ont pas souhaité l'accueillir sur leur territoire. Et donc, il a dû se résoudre à repartir en France. Il est resté à peu près 6 heures de temps à Accra, le temps de trouver une destination. Paris lui a délivré un visa pour revenir en France parce qu'une partie, évidemment, de sa famille vit en France. Et donc, c'est comme si c'était un rapprochement. Et donc, à ce titre-là, il a dû se résoudre à repartir en France où il séjourne jusqu'à présent. Alors, maintenant, est-ce que
comme c'est un mandat d'arrêt international, est-ce que les autorités françaises vont le livrer aux autorités ivoiriennes? Ça, je n'en sais rien. C'est une décision qui va être beaucoup plus politique que juridique. Est-ce que les autorités françaises, au regard des tensions vives qui existent déjà en Côte d'Ivoire, en prémisse de cette élection de 2020, là, vont prendre le risque de jeter de l'huile sur le feu en prenant Guillaume Soro, en le livrant aux autorités judiciaires ivoiriennes? Là, évidemment, c'est la question à $1 million, parce que quand on s'intéresse au personnage, il ne faut pas l'oublier que Guillaume Soro, depuis 2002, est l'une des personnalités les plus incontournables de la vie politique ivoirienne. Il était d'abord chef de l'ex-rébellion qui avait pour fief Bouaké au nord de la Côte d'Ivoire. Puis, il ne faut pas l'oublier, il a été entre 2007 et 2010 Premier ministre de Laurent Gbagbo, puis entre 2010 et 2012 Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara. Il était même, jusqu'à sa sortie, disons, du giron présidentiel ivoirien, il était président de l'Assemblée nationale. Il avait été élu en 2017 au cours de l'élection législative qui avait été organisée par le pouvoir. Et donc, c'est quelqu'un qui est un carnet d'adresses fourni, qui a encore des réseaux extrêmement importants et nombreux sur le sol ivoirien. Est-ce que ces réseaux-là, lorsqu'il était à la tête des forces nouvelles, la rébellion, est-ce que c'est ces réseaux-là que le pouvoir soupçonne de vouloir réactiver? Et c'est la raison pour laquelle l'accusation d'atteinte à la sécurité, à l'intégrité du territoire a été délivrée. Ça, évidemment, c'est ce que nous ne demandons qu'à voir. Tant jusqu'à présent, les éléments qui sont dans le dossier n'ont jamais été révélés jusqu'à présent. Personne ne sait sur quelle base les renseignements ivoiriens, puis la justice ivoirienne s'est saisie de cette affaire pour dire que Guillaume Soro s'apprêtait à mettre en place un complot visant à déstabiliser l'État ivoirien. Donc, on n'en sait rien pour le moment. Et donc, on verra ce que ça va donner. Mais, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était déjà prévisible. C'était prévisible, ce mandat, où je dirais pas peut-être le mandat, mais je dirais la rupture entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara. Elle a été actée au moment où Guillaume Soro a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle pour 2020, mais elle était déjà prévisible dans la mesure où Guillaume Soro, dans un premier temps, avait refusé d'adhérer au grand parti, au grand mouvement du parti présidentiel que Alassane voulait créer en fusionnant le RDR, le Rassemblement des démocrates républicains de son parti, et celui du PDCI d'Henri Konan Bédié. Il voulait fusionner et faire un grand parti aux fautistes dont il prendrait évidemment la tête. Henri Konan Bédié n'a pas accepté cette idée-là parce qu'il considérait que depuis que Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir, il a toujours fait la part belle au RDR, et donc fusionner le PDCI avec le RDR serait acté la fin politique aussi d'Henri Konan Bédié et de cette frange-là de gens qui ont soutenu Alassane Ouattara en 2010, il ne faut pas l'oublier. Donc pour lui, Alassane Dramane Ouattara n'avait pas respecté sa parole, et donc pour lui c'était une façon déguisée de mettre un terme à sa carrière politique, et donc il n'a pas vu de cette oreille. Et donc c'est ainsi qu'un rapprochement un peu stratégique s'est même opéré, on le sait. Henri Konan Bédié a eu des contacts avec Laurent Gbagbo, et même Guillaume Soro, en quittant le parti des oufettistes, va lui aussi, à son tour, opérer un rapprochement avec Henri Konan Bédié et avec Charles Blé Goudé. C'était un secret de polichinelle. Donc, évidemment, on assistait là d'une certaine manière, à un redéploiement des forces politiques en vigueur en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ça n'était pas de très très bon augure, n'est pas de très bon augure d'Alassane Ouattara, dont, évidemment, dont le deuxième mandat va s'achever là en 2020, et dont la question que tout le monde se pose est de savoir s'il va briguer un troisième mandat. Parce qu'évidemment, la Constitution lui laisse la possibilité de briguer un troisième mandat. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, il avait opéré une révision de la Constitution. Cette révision de la Constitution avait évidemment créé le poste de vice-président et un Sénat en Côte d'Ivoire. Et donc, à l'issue de cette révision constitutionnelle-là, il a la possibilité de briguer 2 autres mandats. Mais jusqu'à présent, évidemment, il n'a jamais laissé entendre qu'il briguerait un troisième mandat. Mais au regard
de l'absence de dauphin clairement désigné de sa part, ou l'absence d'une volonté de faire émerger une autre personnalité politique issue de ses rangs, lui faire prendre la première place, laisse sans doute présager que Alassane Dramane Ouattara sera très certainement le candidat à un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait donc sur l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio au la plus haut de la capitale. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve juste derrière dans quelques minutes seulement. Da Fresh Morning.